Bonjour à tous, les connexions se font de manière progressive. Est-ce que vous pouvez simplement, s'il vous plaît, me préciser dans la partie questions-réponses si vous nous entendez bien, si vous voyez nos visages à l'écran? Merci d'avance pour vos retours. Merci beaucoup pour vos retours. Eh bien, écoutez, on va pouvoir, si le son fonctionne, on va pouvoir démarrer sans attendre ce webinaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à vous partager ce matin. Alors, un petit instant pour accueillir voilà, les derniers. Alors, bonjour à tous, bienvenue donc, dans ce troisième webinaire proposé par les caisses primaires d'assurance maladie des Pays de la Loire. Je suis donc Antoine Rochepeau, en charge de la relation entreprise pour la caisse primaire de Maine-et-Loire. Avant de commencer, je vais vous rappeler quelques règles de fonctionnement. Alors peut-être qu'au niveau de la présentation, on peut les afficher, Hélène, si tu veux bien, dans les éléments précédents. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, on vous invite à vous installer confortablement et éviter les distractions. Donc, pour intervenir, vous ne pourrez pas le faire oralement, hein, donc inutile de cliquer sur lever la main. Vous utiliserez donc pour intervenir l'onglet questions-réponses Q&R qui se trouve en bas de votre écran hein, pour poser vos questions. Nous prendrons un temps à l'issue de la présentation pour y apporter réponse. Si toutefois nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes vos questions, nous reviendrons vers vous à l'issue. Par contre, toute question qui concerne une situation particulière ne sera pas traitée aujourd'hui, hein, ce n'est pas la vocation de ce webinaire. À l'issue de cette présentation, vous pourrez renseigner un bref questionnaire hein, pour donner votre avis. Donc, merci par avance de prendre le temps d'y répondre, ça nous sera très utile. Le support vous sera communiqué d'ici quelques jours à l'adresse email que vous avez renseignée lors de l'inscription. Aujourd'hui, Christelle va m'assister sur la gestion de vos questions. Donc, je la laisse se présenter. Bonjour, donc je suis Christelle Plancheneau, correspondant informatique et services à la Caisse primaire de Laval. Donc mon rôle est d'accompagner les entreprises de mon département et donc de la Mayenne. Merci beaucoup, Christelle. Je vais donc laisser la parole à notre animatrice du jour, hein, Hélène, qui va réaliser la présentation et je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Hélène Mauduit, je suis conseillère informatique et services à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée. Donc bon webinaire à tous, nous allons aujourd'hui évoquer ensemble la gestion de vos arrêts de travail en DSN, particulièrement puisque c'est désormais l'obligation. Mais avant de commencer, je vais vous donner quelques éléments chiffrés pour vous donner un ordre d'idée. Sur 2021, à l'échelle des Pays de la Loire, l'assurance maladie a traité plus d'1 million d'attestations de salaire reçues de manière dématérialisée. C'est un chiffre qui est en forte hausse avec le contexte sanitaire, à 25% d'attestations ou d'arrêt de travail, on va dire, supplémentaires à gérer par rapport à 2019. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que la qualité des données que vous nous transmettez va avoir un impact notamment sur nos délais de traitement, les délais de remboursement des indemnités journalières. Pour les Pays de la Loire, le taux d'attestation de salaire dite non conforme, c'est-à-dire sur lequel nous avons identifié une anomalie, ce taux moyen il est de 5,86% et il va varier selon le canal de transmission de vos attestations de salaire. En DSN, ce taux n'est que j'allais dire, de 3,82%, alors que sur les attestations de salaire saisies manuellement sur notre entreprise, probablement parce que justement c'est de la saisie manuelle, donc il y a toujours un risque d'erreur, ce taux il est à 9%. Donc il est facilement visible hein, par ces données chiffrées que de constater que l'envoi en DSN est plus fiable que la saisie sur notre entreprise. Donc aujourd'hui, nous allons faire un point sur 10 bonnes pratiques que nous avons identifiées pour vous accompagner, pour garantir un signalement d'arrêt de travail réussi. L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans la saisie de vos signalements, mais également de comprendre quels sont les éléments des données mensuelles, des DSN mensuels, qui vont avoir un impact sur la qualité de ce que vous nous transmettrez pour la gestion de vos arrêts de travail. Donc, à l'ordre du jour du webinaire d'aujourd'hui, on va faire un petit point sur les aspects réglementaires sur le moment de signaler un arrêt de travail et quels sont les prérequis à la saisie.
Quels sont les points clés de la saisie elle-même du signalement d'arrêt de travail, le dernier jour de travail, les données liées au salaire rétabli notamment, quelques nouveautés liées à la gestion des arrêts en accident du travail, maladie professionnelle, il y a une nouveauté qui est apparue en début d'année dont on va vous parler, les éléments liés à la subrogation et l'envoi des pièces justificatives. Et nous allons faire un focus également sur le suivi de vos envois, puisque votre rôle, votre travail ne s'arrête pas à l'envoi lui-même de l'attestation de salaire via le signalement, mais également il vous incombe de bien vérifier que les données nous sont bien arrivées. Et puis un dernier point sur la reprise d'activité. Qu'est-ce que vous avez à faire lorsque l'arrêt de travail de votre salarié se termine ? Donc, à quel moment signaler un arrêt de travail? Vous recevez un arrêt de travail, quelle que soit sa durée, vous avez 5 jours pour nous envoyer le signalement en DSN. Cela vaut pour chaque événement qui occasionne un arrêt de travail, que ce soit de la maladie, de la maternité, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Si les arrêts de travail s'enchaînent avec des risques différents, un arrêt maladie puis un congé pathologique par exemple, il faudra bien penser à faire un signalement à chaque changement de risque. Petit rappel, parce que parfois ce n'est pas compris de cette manière-là, le bulletin d'hospitalisation vaut bien arrêt de travail et doit être envoyé à la CPAM par le salarié lui-même, au même titre qu'un arrêt de travail, et vous ferez votre signalement d'arrêt de travail à ce moment-là, dès le début de l'hospitalisation. À l'inverse, il y a des situations pour lesquelles un signalement n'est pas nécessaire. Il n'est pas utile de nous envoyer de signalement d'arrêt de travail lors d'une prolongation, par exemple. Si plusieurs prescriptions s'enchaînent immédiatement, sans changement de risque, on l'entend bien, des prolongations d'un arrêt maladie, par exemple, ne nous envoyez pas de signalement à chaque fois. Nous allons passer maintenant à un petit sondage pour connaître vos pratiques en matière d'envoi d'attestation de salaire. Donc Antoine, je te laisse lancer le sondage. Donc, nous allons vous donner quelques secondes pour répondre. Donc, la question qui vous est posée, c'est est-ce que vous utilisez le signalement DSN pour signaler les arrêts de travail, soit systématiquement ou à minima autant que possible, de manière ponctuelle, ou bien parce que la DSN est en cours de déploiement chez vous, ou alors vous ne l'utilisez pas du tout. La majorité d'entre vous ont répondu. Nous vous laissons encore quelques secondes. Voilà, il n'y a plus de réponse, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer le sondage. Donc, le résultat de ce sondage indique qu'une grande majorité d'entre vous utilise déjà le signalement d'arrêt de travail en DSN, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous êtes bien entré dans le dispositif et que vous l'utilisez dès que c'est possible. Pour d'autres, peut-être que certains, et je sais que c'est le cas lorsque j'ai étudié un petit peu la liste des personnes inscrites, certains font partie des collectivités territoriales, donc vous entrez progressivement dans le dispositif DSN, donc le signalement d'arrêt de travail est une démarche que vous allez être amené à effectuer progressivement dans les mois qui viennent. Donc nous serons là pour vous accompagner CPM par CPM pour se mettre en place en fait ce signalement d'arrêt. Et puis pour d'autres, vous ne l'utilisez pas encore, donc on va évoquer ensemble aujourd'hui les différents points qui vont vous permettre d'être rassurés sur la démarche et comprendre que c'est finalement beaucoup plus simple que la saisie sur notre entreprise. Donc, à quel moment signaler un arrêt de travail? Vous avez deux méthodes possibles. On va bien insister aujourd'hui sur le signalement d'arrêt de travail en DSN, puisque c'est l'objet de ce webinaire, mais nous ferons toujours le parallèle avec l'envoi
par Net Entreprise parce que finalement, le mode de transmission est différent, mais la réglementation et la démarche restent la même. Donc, vous voyez à gauche sur votre écran le signalement d'arrêt de travail en DSN qui peut se faire soit directement depuis votre logiciel de paye si celui-ci a bien été agréé et compatible pour l'envoi DSN, compatible avec la nouvelle norme NeoDes, à condition d'avoir un historique de données suffisant, c'est-à-dire qu'il faut que, à minima, 3 mois de DSN mensuel aient été transmises pour le salarié concerné, que ce soit pour vous, dans votre entreprise ou votre établissement ou votre collectivité, ou alors chez un autre employeur. C'est vraiment 3 mois d'historique en globalité. Et pour toute attestation de salaire, sauf le temps partiel thérapeutique, tous les risques sont actuellement couverts, on va dire, ou peuvent être transmis par la DSN, maladie, maternité, accident du travail, remplace l'attestation de salaire sur Net Entreprise, sauf pour le temps partiel thérapeutique, mais c'est quelque chose qui va changer, puisque le temps partiel sera accessible en DSN à l'automne prochain, mais on vous en reparlera le moment venu. La DSN, c'est donc le canal que nous souhaitons privilégier parce que c'est à la fois plus simple et plus fiable. Vous déclenchez un événement arrêt de travail et c'est l'attestation de salaire qui est reconstituée et qui nous rapatrie à nous, assurance maladie, les éléments de rémunération permettant le calcul de l'indemnité journalière. Vous n'avez plus à saisir ces éléments-là qui sont souvent les éléments sur lesquels le risque d'erreur est le plus important. Donc, depuis 2020, depuis ce qu'on appelle le chaînage du NIR, le dispositif DSN est en capacité d'aller remonter à l'assurance maladie les différents éléments qui ont été transmis pour un assuré social, grâce à son numéro de sécurité sociale qui est unique, de remonter toutes les données transmises par tous ses employeurs. À droite de l'écran, vous avez, on va dire, l'ancienne formule. C'est un petit peu exagéré de dire l'ancienne formule. C'est l'autre méthode qui est encore en cours, qui est de transmettre une attestation de salaire en saisie manuelle sur Net Entreprise. Le formulaire est à remplir manuellement avec toutes les informations. À savoir que l'attestation de salaire pour le congé de deuil de l'enfant est désormais disponible sur Net Entreprise. Elle était déjà accessible en DSN depuis un petit moment. Donc, quel que soit le mode de transmission à utiliser, il est impératif que votre salarié soit bien identifié par nos services. Donc, un petit conseil que l'on peut vous donner lors de l'embauche notamment, ou si vous êtes un tiers déclarant comme un cabinet comptable, c'est un conseil que vous pouvez donner à vos entreprises clientes. Vérifiez bien les données identifiantes de vos salariés, le numéro de sécurité sociale, la bonne façon d'orthographier un nom et un prénom, pour être sûr que les données qui seront transmises dans les DSN correspondent bien aux données qui sont dans les bases nationales. Point 2, quels sont les prérequis à la saisie ou quels sont les éléments de vos DSN mensuels ou de l'identification de vos salariés, comme je venais de le dire, qui vont garantir une bonne transmission des données et donc, le jour où il y aura un arrêt de travail, une attestation de salaire qui se reconstituera correctement. Il est vraiment très, très important de bien paramétrer votre logiciel. Vous le faites peut-être vous-même ou alors vous êtes accompagné soit par directement votre éditeur de logiciel ou peut-être par un prestataire intermédiaire, dont c'est le travail de garantir le bon paramétrage selon le cahier technique en vigueur au moment où vous entrez dans le dispositif. Le paramétrage du logiciel, c'est vraiment ce qui va garantir la fiabilité des données. Donc, vérifiez bien, lorsque vous envoyez vos DSN mensuels, vos bilans de traitement, vos retours sur les éventuelles anomalies. Certaines anomalies étant bloquantes, vous êtes obligé de faire une action. D'autres anomalies n'étant pas bloquantes, elles vous sont données à titre d'information, mais il est quand même important d'en tenir compte et d'effectuer les actions correctrices, puisque potentiellement, pour de futurs arrêts de travail, ces données peuvent avoir un impact et bloquer l'envoi d'attestation de salaire ou poser une difficulté. Donc, bien faire attention au paramétrage. Bien faire attention également à l'alimentation de certains blocs. Nous vous avons donné comme exemple sur cette vue le contrat de travail et la catégorie socio-professionnelle, par exemple, puisque
selon la catégorie socio-professionnelle, lorsqu'il y aura un arrêt de travail, la période de référence sera différente, donc il faudra bien transmettre les bons éléments. Et le bilan d'identification des salariés qui permet de garantir la bonne affiliation des salariés à l'assurance maladie. Parmi les points clés de la saisie, c'est le point 3 de l'ordre du jour de ce matin, nous allons évoquer le sujet du dernier jour de travail. Le dernier jour de travail, c'est un point qui est relativement simple parce qu'il va falloir se positionner tout simplement à la date de l'arrêt de travail. Donc, nous recevons parfois des attestations avec un jour de travail qui n'est pas cohérent avec la prescription de repos enregistrée dans nos bases. Il faut retenir deux règles. Deux règles existent aujourd'hui pour le dernier jour de travail. Soit votre salarié n'a pas travaillé le jour où l'arrêt de travail a été prescrit. Dans ce cas-là, c'est très simple. Le dernier jour de travail se situera à la veille de la prescription. Ici, sur l'exemple arrêt de travail le 15 février, le dernier jour de travail sera fixé au 14. Soit votre salarié a travaillé le jour de son arrêt, ça arrive parfois lorsqu'un salarié va consulter son médecin après sa journée de travail ou pendant sa journée de travail, eh bien, le dernier jour de travail sera le même jour que l'arrêt prescrit. Donc, il faut bien savoir que chaque journée de travail commencée, même si ce n'est que quelques heures, ne sera pas indemnisable par la CPAM. Donc, c'est bien ce dernier jour de travail qui est à indiquer dans votre signalement d'arrêt de travail ou votre saisie sur Net Entreprise. Nous allons regarder ici le cas particulier de l'accident de travail ou de trajet. Je vous rappelle que la déclaration d'accident du travail doit être établie dans les 48 heures. C'est bien une déclaration qui se fait toujours sur Net Entreprise. Cette déclaration n'est pas substituée par la DSN. C'est une démarche qui reste à faire sur Net Entreprise. Et nous vous invitons à contacter vos caisses primaires si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les déclarations d'accident du travail en ligne. Nous pouvons vous accompagner individuellement lors de webinaires ou de rendez-vous si besoin. Ici, pour revenir à notre exemple, il y a deux solutions possibles. Un accident qui a eu lieu, un accident de travail le 12 juin, si l'arrêt démarre le jour de l'accident. Comme le salarié a eu un accident de travail, par définition, le dernier jour de travail sera bien le jour de l'accident, le 12 juin dans notre exemple. Soit l'arrêt n'est pas immédiatement consécutif, ça arrive parfois avec un accident de travail dont on pense que les lésions sont bénignes et puis finalement ça s'aggrave un petit peu. Ici, un accident le 12 juin avec un arrêt débutant le 14. Et dans ce cas-là, on reprend la règle évoquée initialement, c'est-à-dire le dernier jour de travail, la veille de l'arrêt, en l'occurrence pour notre exemple, le 13 juin. En cas de temps partiel thérapeutique, nous avons trois situations qui se suivent. Un arrêt à temps complet, dans notre exemple, du 7 au 14 décembre, suivi d'une reprise à temps partiel du 15 au 31, puis un nouvel arrêt à temps plein du 1er au 10 janvier. Il faudra réaliser à chaque fois une attestation de salaire pour le premier arrêt, le temps partiel thérapeutique. Ensuite, pour le premier arrêt, et le temps partiel, ce dernier jour de travail sera le 6 septembre, c'est-à-dire le dernier jour de travail qui précède l'arrêt à temps complet. En revanche, pour le deuxième arrêt à temps complet, on va avoir un nouveau dernier jour de travail qui est le 31 décembre, puisque sur cette partie-là, du 15 au 31 décembre, le salarié était en temps partiel thérapeutique, donc en situation de travail. Et le dernier exemple, excusez-moi, en cas d'enchaînement d'arrêt de travail, que ce soit des risques différents ou non, il faudra toujours reprendre le dernier jour de travail de l'arrêt initial, tant qu'il n'y a pas de reprise entre les arrêts. J'espère que ce point sur le dernier jour de travail a été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions et on reviendra sur ce point à la fin. Le quatrième conseil que l'on souhaite vous donner ce matin est celui concernant les salaires rétablis. Lorsque vous avez, sur la période de référence nécessaire au calcul de l'indemnité journalière, une absence dite
autorisé, il va vous falloir rétablir les salaires. Alors, le système DSN le fait tout seul, hein. C'est un des avantages. Si ce n'est pas le cas et que vous faites sur Net Entreprise, vous allez devoir les indiquer en nous indiquant quel aurait été le salaire qu'aurait perçu votre salarié s'il avait travaillé normalement sur le mois de la période de référence pour lequel il y a eu une absence. Donc, en fait, chaque employeur étant responsable de rétablissement de son salaire, nous accordons le droit de vous demander des éléments nécessaires à la vérification, mais c'est quand même une attestation sur l'honneur qui prévaut, hein, dans votre établissement de l'attestation de salaire. Donc, n'hésitez pas à consulter les éléments qui sont à votre disposition. Peut-être qu'Antoine va vous les mettre dans les questions-réponses ou le fil de discussion pour pouvoir accéder à la fiche sur les salaires rétablis en DSN. Pour le signalement d'arrêt de travail en DSN, c'est ce que je viens de vous dire, c'est plus simple puisqu'il n'y a pas de salaire à saisir lors du signalement lui-même. Ce sont les données issues des DSN mensuelles précédentes qui vont être remontées pour permettre le calcul. En ce qui concerne le formulaire sur Net Entreprise, eh bien, vigilance sur la qualité, hein, des données transmises, puisque l'absence de salaire rétabli ou des salaires rétablis qui nous paraisseraient erronés, peuvent donner lieu à une vérification. Donc, nous vous invitons à être particulièrement vigilants sur ce point. Il y a eu une évolution en début d'année, vous avez peut-être pu la voir sur Net Entreprise, concernant le rétablissement des salaires au motif nouvelle embauche. En cas de nouvelle embauche lors de la période de référence, vous indiquez les salaires à 0 pour le ou les mois qui précèdent la nouvelle embauche et vous avez la possibilité de rétablir le salaire uniquement sur le mois de l'embauche. Cette nouveauté, elle est complètement liée à la généralisation de la DSN puisque le dispositif DSN nous permet désormais de récupérer les éléments de rémunération réels perçus par votre salarié chez un éventuel employeur précédant l'embauche dans votre établissement. Donc, c'est l'objectif, hein, de cette évolution, c'est que vous ne transmettiez que les éléments réels ou le salaire rétabli uniquement du mois de l'embauche pour que le système DSN fasse bien son travail de récupération des données. Le 5e point que nous souhaitons aborder ce matin, ça va être l'accident du travail et l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, l'enregistrement des éléments liés aux primes et rappels de salaire et une petite nouveauté sur le paiement des indemnités provisoires. Donc, en cas d'accident de travail donnant lieu à un arrêt, il vous faut renseigner une attestation de salaire donc au motif accident du travail. Le calcul des indemnités journalières se fait sur la base du salaire brut du mois qui précède le dernier jour travaillé. Il faut déduire de ce montant les éventuels accessoires de salaire, primes, gratifications ou indemnités qui doivent être renseignés séparément. Vous avez à renseigner on va les appeler primes, hein, pour simplifier, toutes les primes versées dans les 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Elles sont indiquées dans la partie rappel de salaire et accessoires de salaire, versées avec une périodicité différente du mois de référence. C'est la case B, je crois, ça doit être ça, oui, la case B de l'attestation de salaire telle que vous la saisissez, telle qu'elle se rematérialise à l'écran lorsque vous êtes sur Net Entreprise. Ces éléments-là sont à indiquer séparément puisqu'ils ne seront pris que pour partie dans le calcul de l'indemnité journalière par les services de la CPAL. L'intérêt de le faire en DSN, c'est que vous n'aurez effectivement pas à saisir ces éléments-là puisque c'est au moment du versement de ces éléments de rémunération que vous aurez, lors de l'enregistrement chaque mois, quand vous établissez la paye, bien été vigilant à l'enregistrement à la fois du montant, de la date de versement et de la périodicité à laquelle se rapportent ces éléments de rémunération. Un petit rappel également, nous en profitons ce matin pour vous dire que lorsque vous saisissez manuellement une attestation de salaire sur Net Entreprise, il vous est demandé d'indiquer
le montant des cotisations qui se réfèrent au salaire de référence. Ce montant de cotisation, même si le site Net Entreprise n'est pas tout à fait à jour sur cette partie-là, il est désormais forfaitaire depuis le 1er janvier 2015 et il correspond systématiquement à 21% du salaire brut soumis à cotisation, quel que soit le taux réellement appliqué dans votre entreprise. Donc, pour le signalement d'arrêt de travail en DSN, comme je vous le disais, c'est plus simple, c'est au moment où vous allez saisir vos données dans les DSN mensuels que seront reportées ces différents primes ou accessoires de salaire et elles seront reconstituées lors du signalement d'arrêt de travail en DSN. Donc, un petit peu plus compliqué, entre guillemets, à faire lorsque vous le faites manuellement sur Net Entreprise. Nous souhaitions vous informer également ce matin d'une nouveauté liée à l'envoi d'une attestation de salaire lorsque survient un accident de travail ou lorsqu'est déclarée une maladie professionnelle. Jusqu'à présent, il a dû vous arriver que l'on vous demande ces éléments-là lorsqu'un accident du travail donne lieu à une instruction complémentaire, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place le contradictoire, soit par le biais de questionnaires, soit par le passage d'un agent enquêteur. Le délai d'instruction du dossier étant allongé du fait de cette instruction complémentaire, nous vous demandions de nous adresser parallèlement à l'attestation de salaire en accident du travail, une attestation de salaire établie au risque maladie, afin de permettre le paiement d'indemnités dites provisionnelles, pour ne pas laisser le salarié sans revenu de substitution. On paye toujours d'ailleurs des indemnités journalières en maladie et au moment de la reconnaissance éventuelle de l'accident du travail, une régularisation est faite pour verser le rappel d'indemnité journalière qui sera dû. Eh bien, désormais, lorsque vous faites un signalement en accident du travail ou maladie professionnelle en DSN, je parle exclusivement en DSN, c'est transparent pour vous, mais le dispositif DSN va nous adresser en même temps, parallèlement, une attestation de salaire maladie qui va nous permettre le paiement de ces indemnités provisionnelles. Donc, vous n'avez pas à faire un deuxième envoi. Si vous faites bien vos attestations de salaire en DSN pour les accidents du travail et maladies professionnelles, nous recevrons les deux attestations en même temps. Plus besoin d'envoyer parallèlement une attestation de salaire maladie. Voilà pour les éléments liés à on va dire à la rémunération ou aux éléments de salaire. Le 6e point concerne la subrogation. La subrogation, c'est pour nous verser les indemnités journalières qui sont une prestation due aux salariés, mais les verser directement à l'employeur qui en fait la demande, qui en contrepartie doit maintenir le salaire ou à minima reverser le montant des indemnités journalières perçues. À noter également, parce que ce n'est pas toujours le cas, que la subrogation peut s'appliquer aux indemnités journalières versées dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Nous souhaitons attirer votre attention sur les périodes à indiquer soit sur votre signalement DSN, soit sur votre attestation de salaire sur Net Entreprise. Il faut se positionner lorsque vous faites votre attestation de salaire au début d'un arrêt dans la situation suivante. Mon salarié a un arrêt de travail, quelle que soit la durée de cet arrêt de travail, quelle est la période pendant laquelle moi, employeur, je souhaite recevoir les indemnités journalières. Alors, quand on dit « je souhaite », ce n'est pas uniquement votre volonté. La durée éventuelle de la subrogation va dépendre de différents facteurs dont vous seul avez connaissance. Ce n'est pas l'assurance maladie qui peut le dire pour vous. Ça va être votre convention collective, un accord d'entreprise ou un accord de branche, ou l'ancienneté, le statut de votre salarié. Donc, en fonction de de la catégorie du salarié ou des différents accords dont vous faites partie, eh bien vous devez savoir quelle est la durée de subrogation que vous souhaitez demander. De toute façon, ne soyez pas inquiets, même si vous demandez une subrogation longue et que l'arrêt est court, du fait que nous ne recevons plus d'arrêt de travail, nous mettrons fin au paiement, donc il n'y a pas de souci. Donc, c'est quand même plus simple pour vous comme pour nous, pour éviter les risques de mauvais règlements ou de mauvais destinataires de règlement, de bien penser à mettre dès le début de l'arrêt les bonnes dates de subrogation.
Et depuis fin janvier, depuis la nouvelle version de Net Entreprise, c'est plus contraignant lorsque vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise sur lequel vous demandez la subrogation, puisque vous l'avez peut-être constaté, vous êtes désormais dans l'obligation de saisir à chaque fois l'IBAN de l'entreprise. Donc, attention aux risques d'erreur qui peuvent allonger le délai de traitement, voire pire, engendrer des paiements vers le mauvais destinataire. Donc, j'attire particulièrement ce matin l'attention des tiers déclarants, cabinets comptables ou sièges de sociétés qui ont plusieurs sites, parce que si vous avez plusieurs SIRET à gérer, faites attention à ne pas confondre les RIB, parce que ça pourrait être très problématique à la fois pour nous et pour nos services. Un petit sondage, 2 petits sondages même qu'Antoine va lancer concernant le dernier jour de travail et la subrogation, juste pour vérifier que ce que je vous ai présenté ce matin est bien compris. Donc, le premier sondage concerne le dernier jour travaillé. Votre salarié est en arrêt à compter du lundi 21 mars 2022. Que devez-vous indiquer ? Soit le vendredi 18 mars, soit le dimanche 20 mars. Je vois que vous répondez assez vite. Cette question est sans doute assez simple pour vous. Donc, la majorité d'entre vous avait répondu dernier jour de travail le dimanche 20 mars. C'est la bonne réponse, puisque c'est bien la veille de l'arrêt qu'il faut indiquer. Il y avait on aurait pu vous mettre une troisième possibilité qui était le lundi 21. Ça aurait été possible également si le salarié avait travaillé le 21. Un deuxième sondage concernant la subrogation. Lorsque vous pratiquez la subrogation, les dates à indiquer sont, ça va très très vite, soit les dates de l'arrêt en cours, soit la période maximale prévue dans votre convention collective, par exemple. Alors, nous vous laissons encore quelques secondes. Voilà, il semble que vous ayez à peu près tous répondu, donc nous allons mettre fin au sondage. Donc, la grande majorité d'entre vous avait répondu la période maximale prévue dans la convention. Alors, quand on dit convention, c'est pour faire un raccourci, hein. Je vous disais bien convention, accord ou statut, mais c'est bien la bonne réponse. Il ne faut pas se limiter aux dates de l'arrêt en cours, parce que s'il y a prolongation et que vous avez limité la subrogation au premier arrêt prescrit, nous allons verser les indemnités ensuite aux salariés, alors que peut-être vous continuez le maintien de salaire. Donc, dans ce cas-là, ça va être problématique pour vous. Donc, nous allons continuer. Le 7e point que nous souhaitons aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'envoi des pièces justificatives lorsque vous faites une attestation de salaire. Nous avons un nouveau petit sondage sur les pièces justificatives. Alors, aujourd'hui, comment transmettez-vous vos pièces justificatives? Par Net Entreprise, par l'adresse mail dédiée aux pièces jointes, par courrier ou par un autre canal. Les réponses sont un petit peu plus variées, on va dire, c'est normal. Il y a différentes options possibles. Donc, nous vous accordons encore quelques secondes. Voilà, nous allons pouvoir mettre fin au sondage. Donc, c'est assez partagé. Un grand nombre d'entre vous avaient répondu que vous transmettez vos pièces justificatives par Net Entreprise. Alors, c'était possible
Ça ne l'est plus, en tout cas sur l'attestation de salaire. On parle bien aujourd'hui des attestations de salaire pour les arrêts de travail. C'est toujours possible pour les déclarations d'accident du travail, notamment pour émettre des réserves. Ce n'est pas l'objet de jour, donc je ne vais pas m'étendre. Mais sur l'attestation de salaire, vous ne pouvez plus, depuis la version de fin janvier, adresser de pièces justificatives. C'est désormais une adresse mail. Elle existait déjà, puisque pour les personnes qui envoient leur signalement d'arrêt de travail en DSN depuis un petit moment, c'est une adresse mail qui permet l'envoi des pièces jointes. Et bien, quand vous faites une attestation sur notre entreprise, vous ne pouvez plus joindre de pièces, donc il faut utiliser une adresse mail dédiée dont on va vous parler maintenant. Certains d'entre vous l'envoient encore par courrier. En prenant note de l'adresse mail dédiée, vous allez voir que vous allez gagner du temps. Donc, l'adresse mail, elle apparaît ici à l'écran. Nous vous avons indiqué les adresses mail des 5 départements des Pays de la Loire, mais il existe forcément une adresse dédiée dans chaque caisse de France. Il faut retenir par rapport aux pièces justificatives qu'elles sont finalement très peu nombreuses. Il y a très peu de cas pour lesquels vous allez avoir besoin de nous envoyer des pièces justificatives, sauf si bien sûr ces pièces vous sont demandées dans le cadre d'un dossier particulier par un technicien de la caisse primaire qui a besoin d'éléments complémentaires. Mais en première instance, lorsque vous faites une attestation de salaire, il faut retenir que finalement maintenant, le seul cas pour lequel vous allez avoir besoin d'envoyer des pièces, ça va être le congé paternité, pour lequel vous adresserez une attestation de salaire pour chacune des périodes de ce nouveau congé paternité qui est désormais fractionnable, et pour lequel vous adresserez via l'adresse mail qui est affichée à l'écran, l'adresse mail qui correspond à la CPM de rattachement de votre salarié, pas forcément la CPM du lieu de l'entreprise. Vous adresserez l'acte de naissance de l'enfant pour la première période uniquement, parce qu'une fois qu'on l'aura enregistré, on l'aura dans nos bases pour les périodes suivantes. Et ensuite, pour chacune des périodes, vous adressez l'attestation de salaire avec le nouveau dernier jour de travail et la nouvelle période de référence, mais également le tableau de transmission des périodes de fractionnement à chaque fois. Et ce tableau de transmission des périodes de fractionnement, il est à adresser à l'adresse mail qui apparaît sur ce petit tableau. Elles doivent être nommées, ces pièces, on vous a indiqué de la manière dont vous devez les nommer. C'est pour permettre à nos collègues qui les réceptionnent d'identifier très rapidement quel type de pièce et où aller ranger, on va dire, classer cette pièce pour traitement. L'information qui est à droite, nous avons tenu à vous en parler également parce qu'elle a pas mal posé question lorsqu'elle est apparue. L'information de comment fournir une pièce jointe, elle est systématiquement indiquée dans vos comptes rendus suite au dépôt d'attestation de salaire sur notre entreprise. Ne vous inquiétez pas, c'est à titre d'information. Cela ne veut pas dire qu'il a besoin d'une pièce supplémentaire sur votre dossier. C'est vraiment indiqué ici à titre d'information. Si vous avez envoyé la pièce nécessaire au traitement, comme les éléments liés au congé paternité, ne vous inquiétez pas, ce sera pris en compte. Et pour les autres dossiers, il n'y a plus besoin de nous envoyer de pièces, hormis, comme je viens de vous le dire, si ça vous est explicitement demandé par la caisse primaire qui traite le dossier de votre salarié. Nous avons terminé, on va dire, les différents points liés à l'envoi lui-même des attestations de salaire et des éléments, voire des pièces justificatives. Nous allons maintenant faire un point sur qu'est-ce qui se passe après. Parce que votre obligation, elle ne se limite pas au dépôt de votre signalement DSN ou à l'envoi de l'attestation sur notre entreprise. Il est de votre responsabilité de bien vérifier que ce qui a été transmis a bien pu parvenir à la caisse primaire. Donc, tout aussi important que la transmission, c'est bien le suivi des éléments transmis pour permettre de garantir le paiement des indemnités journalières qui sont dues à votre salarié ou à l'entreprise. Un des éléments vous permettant de vérifier, ou en tout cas vous donnant la preuve que les éléments ont bien été transmis, c'est tout simplement de constater que le paiement a été fait. Le paiement, s'il est subrogé, sera accessible dans le bordereau de paiement d'indemnité journalière. Et si c'est un paiement qui est dû à votre salarié, celui-ci verra le relevé de paiement dans son compte Amélie
qu'il sera amené à vous transmettre éventuellement pour un complément via une caisse de prévoyance, par exemple. Donc, pour consulter le détail des indemnités, le bordereau de paiement sera soit accessible depuis votre tableau de bord DSN, soit sur Net Entreprise dans la rubrique attestation de salaire. Avant même d'avoir un paiement, j'ai commencé par vous dire si vous avez un paiement, c'est que c'est payé, ça c'est certain. Si vous ne voyez pas de paiement, il se peut tout simplement que votre signalement n'ait pas pu aboutir à la reconstitution d'une attestation de salaire. Donc, il est vraiment important, lorsque vous faites un envoi, d'aller régulièrement vérifier les différentes étapes de traitement de votre attestation. Dans le tableau de bord DSN, vous allez avoir différentes étapes, notamment un compte-rendu. De la même manière, vous avez un compte-rendu qui vous est envoyé lorsque vous faites une attestation de salaire sur Net Entreprise. Surveillez bien ces différents comptes rendus parce qu'ils vont vous donner des indications sur le fait que l'attestation soit bien arrivée ou non dans les services de la caisse primaire. Et dans un deuxième temps, vous dira si vous avez besoin de nous adresser des éléments complémentaires, voire une attestation rectificative si un élément nous paraît incorrect. Il est important de ne pas confondre les éléments accusés de dépôt et certificats de conformité, par exemple. Les accusés de dépôt sont la preuve que vous avez bien fait la démarche d'envoi et le certificat de conformité vous indique que votre fichier en DSN est conforme à la norme DSN en vigueur et qu'il pourra être exploité. Dans les deux cas, il s'agit d'une preuve de dépôt uniquement. Ce n'est pas une preuve de réception par l'assurance maladie. Alors, effectivement, en cas de, on va dire, de litige ou si un salarié qui n'est pas payé pense qu'il n'est pas indemnisé parce que vous n'avez pas fait votre travail, entre guillemets, vous n'avez pas respecté votre obligation d'envoi, vous pourrez toujours lui dire si j'ai fait, il s'est passé quelque chose ultérieurement qui a bloqué. Mais ça sert uniquement à prouver que vous avez fait la démarche d'envoi, pas que les éléments ont bien été transmis. Pour permettre de vérifier que les éléments ont bien été transmis, ça va se passer à l'étape suivante sur le tableau de bord DSN, qui va être le traitement, la consultation du bilan de traitement et des bilans d'anomalies. Il faut bien aller cliquer sur la petite loupe qui est en face de votre jauge verte, là, parce que la jauge verte, elle dit que les signalements sont conformes, donc comme je vous disais, conformes à la norme, mais en cliquant sur la petite loupe, vous allez avoir le détail des éléments transmis et éventuellement des anomalies qui seraient à corriger. Donc, le bilan de traitement, vous avez ici le lien pour y accéder et pour accéder à son contenu, c'est-à-dire quel est le message. Soit il est OK, sans commentaire particulier, donc c'est un élément supplémentaire de preuve, ou en tout cas de preuve de la réception de l'attestation de salaire par l'assurance maladie. Si le bilan est KO, selon le type d'anomalie, vous serez amené à faire une action correctrice, on va en parler juste après. Des notifications sont envoyées lorsque des corrections sont nécessaires pour le paiement d'indemnités journalières. C'est ce que je vous expliquais. Quand vous cliquez sur le bilan de traitement, vous allez avoir une information vous indiquant ce qu'il y a à faire pour pouvoir corriger votre anomalie. Comment justement corriger cette anomalie en cas d'erreur de traitement? Pour corriger une erreur, la procédure dépend à la fois du motif de l'erreur et de la temporalité de l'envoi de cette attestation corrective, on va dire. En DSN, il est possible dans certains cas de faire un signalement annulaire en place. Il faut faire une annulaire en place avant la DSN du mois suivante. Cette annulaire en place de votre signalement, il va être possible lorsque les éléments qui sont à corriger sont des éléments qui étaient eux-mêmes dans le signalement.
Je m'explique, vous pouvez avoir fait une erreur de dernier jour de travail, vous pouvez avoir fait une erreur de risque, avoir mis maladie au lieu de maternité parce que vous vous rendez compte, ah zut, j'avais pas lu, c'est un arrêt en rapport avec un état pathologique de la grossesse. Donc dans ce cas-là, l'attestation qui était attendue était une attestation maternité et non maladie. Donc lorsque ce sont des éléments liés vraiment à la saisie de l'événement en lui-même, vous faites une annule et remplace en DSN sans problème. En revanche, si il apparaît parce que le compte-rendu métier vous indique une erreur, notamment dans les éléments liés à la rémunération, ce ne sera pas aussi simple de faire, en tout cas, elle ne sera pas utile, il sera même déconseillé de faire une annulée en place du signalement, puisque le signalement d'événement lui-même, si vous le refaites, eh bien, les éléments de rémunération qui étaient transmis ressortiront de la même manière, seront toujours erronés. Donc, dans ce cas-là, nous vous conseillons plutôt de faire une attestation rectificative sur Net Entreprise, mais de bien penser également, puisque si les éléments de rémunération qui sont remontés sont incorrects, à aller faire l'action corrective dans votre DSN mensuel du mois suivant, puisque a été identifiée une erreur dans la rémunération. Pensez, si vous êtes dans l'obligation de faire une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise, à bien cocher rectificative à l'étape 4 pour que nous sachions bien que c'est une nouvelle attestation et que c'est celle-ci qui doit être prise en compte. Un dernier élément concernant la reprise d'activité. Que se passe-t-il à la fin de l'arrêt de travail de votre salarié? Eh bien, tout dépend, on va dire, du type de reprise, si la reprise est normale à la fin de l'arrêt de travail ou si elle est anticipée. Lorsque votre salarié reprend le travail, vous êtes de toute façon dans l'obligation d'alimenter cette date de reprise dans votre logiciel de paye. Alors, tout dépend, l'ergonomie et les différentes appellations de vos rubriques dans votre logiciel, ils sont différents, mais il faut bien indiquer cette date de reprise parce que sinon, le dispositif DSN ne va pas considérer qu'il y a une reprise et risque de générer à 6 mois d'arrêt de travail une attestation, vous savez, que l'on vous demandait avant la DSN de nous produire lorsque le salarié approchait de 6 mois d'arrêt, afin que l'on calcule son nouveau droit à indemnité journalière, c'est-à-dire le droit de poursuivre l'indemnisation puisqu'il y a des conditions dites aggravées. Cette attestation, si vous ne mettez pas de date de reprise dans votre logiciel, elle nous sera envoyée à tort. Donc, pensez bien à le faire. Pour autant, l'arrêt de travail, lorsqu'il se termine à la date prévue, vous enregistrez cette date, mais vous ne nous envoyez surtout pas de signalement d'arrêt de travail. En revanche, lorsque votre salarié reprend de manière anticipée, c'est peu fréquent, mais ça a pu vous arriver notamment lors des arrêts Covid qu'il y a eu en ce début d'année, avec des reprises à 5 jours, avec un arrêt qui était prescrit pendant 7 jours, notamment lorsque le salarié n'était plus positif. Donc, sur la reprise anticipée, il faut bien penser, dès que vous en avez connaissance, vraiment le plus tôt possible, afin de stopper le paiement des indemnités journalières, pensez à nous faire soit le signalement de reprise anticipée, c'est un signalement spécifique qui est proposé dans les envois DSN, mais c'est également une attestation spécifique si vous saisissez sur Net Entreprise qui s'appelle déclaration de reprise anticipée du travail. Très, très important afin que l'on ne paye pas à tort des indemnités alors que votre salarié a repris le travail. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation. Nous vous avons fait une petite vue on va dire de synthèse concernant les éléments. Je vais très rapidement vous les représenter. Premier conseil, signaler tout arrêt, quelle que soit sa durée, à chaque changement de risque, à chaque changement de période, notamment pour le congé paternité. Conseil numéro 2, vérifier les données identifiantes en DSN, le numéro de sécurité sociale, le contrat, la catégorie socio-professionnelle et pensez à utiliser les blocs changements lorsqu'il y a des modifications dans la carrière de votre salarié. Concernant la saisie elle-même, le dernier jour de travail est toujours la veille de l'arrêt ou le jour de l'arrêt si le salarié a travaillé ce jour-là. Les salaires établis qui doivent apparaître en cas d'absence sur la période. À retenir, si je le fais en DSN, le dispositif le fait pour moi. En cas d'accident de travail et maladie professionnelle, plus besoin
d'envoyer une attestation de salaire en maladie, lorsque l'on envoie en DSN exclusivement, bien sûr. Et l'autre avantage de l'envoi en DSN, c'est qu'on n'a pas à se poser la question des éléments de rémunération, que ce soit le salaire de référence ou les différents primes ou accessoires, puisque si ça a été bien renseigné dans les mensuels, ça ressortira correctement dans les attestations de salaire. Concernant la subrogation, pensez à renseigner les dates maximum sur l'attestation de salaire de notre entreprise ou dans le logiciel pour le signalement DSN. Et concernant les pièces justificatives, elles sont désormais à envoyer par email, mais à retenir aussi, en dehors du congé paternité, il n'y a rien à envoyer, l'attestation de salaire suffit. Dernier point, pensez bien assurer le suivi de vos envois grâce au bordereau de paiement d'indemnité journalière, mais également aux différents certificats de conformité, bilan de traitement et compte rendu métier qui vous sont envoyés à différentes étapes de traitement de vos envois. Et pour corriger une erreur, selon la situation, soit utiliser l'attestation rectificative sur notre entreprise, soit utiliser la DSN annule et remplace dès que c'est possible. Et le dernier point, lorsque le salarié reprend son travail à l'issue de l'arrêt, si le salarié reprend normalement à la fin de l'arrêt prescrit, se contenter d'enregistrer la date de reprise dans le logiciel, mais bien le faire, c'est important, sans faire de signalement pour autant à l'assurance maladie, pour clôturer chaque période d'arrêt, et faire un signalement uniquement si la reprise est anticipée. Nous vous avons indiqué des moyens de contacter l'assurance maladie si vous avez des questions. Le 36 79 qui, ces dernières semaines, a été pas mal engorgé, je vous l'avoue, donc ne limitez vos appels que vraiment à des situations très, très urgentes. Sinon, n'hésitez pas à consulter amélie.fr, la rubrique entreprise, vous y trouverez un grand nombre de réponses à vos interrogations. Vous avez également la hotline de notre entreprise, on vous a indiqué les numéros, la hotline DSN également, et les liens vers des tutos ou des modules de formation sur notre entreprise. Également la base de connaissances à laquelle vous pouvez adhérer pour pouvoir accéder à un certain nombre d'informations. Vous pouvez également vous informer grâce à notre lettre mensuelle d'information, le 3 minutes entreprise, lettre qui est partagée avec nos collègues de la CARSAT, et le guide DSN arrêt de travail, qui est un guide qui est très bien fait, qui reprend une grande partie des éléments que l'on a évoqués ce matin, mais de manière plus détaillée et très visuelle. Dans ce sens, il est très bien fait. Voilà pour la partie présentation. J'espère que vous aurez trouvé un grand nombre de réponses à vos questions. Pour autant, je repasse la parole à ma collègue Christelle qui a dû recevoir vos questions. Et oui, donc merci Hélène pour cette présentation très complète. Nous voici donc dans la partie questions-réponses. Donc nous allons maintenant tenter de répondre à la plupart de vos questions. Mais tout d'abord, il y a certains d'entre vous qui nous ont posé des questions en amont de ce webinaire lors de l'inscription. Nous allons y répondre. Ensuite, pendant le webinaire, vous avez eu la réponse à quelques-unes de vos questions en direct. Donc après, j'ai essayé de compiler l'ensemble de vos questions par thème et je vais les soumettre à Hélène. Je vous rappelle que pour les questions spécifiques, un conseiller entreprise de la caisse primaire dont vous dépendez reviendra vers vous individuellement. On ne va pas forcément répondre à toutes vos questions. Je rajoute que dans les prochains jours, vous aurez accès au diaporama de ce webinaire, au replay, mais aussi à un document questions-réponses qui répondra à vos questions de ce jour. Donc Hélène, dans les premières questions posées en amont du webinaire, au moment de l'inscription, tu l'as dit en introduction, il y a les collectivités qui parlent de 2 types de contractuels à gérer. Est-ce que tu veux bien préciser, les collectivités sont concernées par quel type de salariés? Alors, pour les collectivités, comme je le disais en introduction, la DSN est un nouveau mode de transmission, mais il ne change pas vos procédures. C'est-à-dire que vous allez devoir signaler vos arrêts de travail désormais par le biais de la DSN pour les salariés qui dépendent du régime général, comme vous le faisiez déjà jusqu'à présent. C'est-à-dire les contractuels ou vos titulaires qui travaillent actuellement moins de 28 heures par mois dans vos organismes. Voilà, merci, exactement. Donc, on a eu par semaine, pardon, c'était pas par mois, c'est par semaine. Oui, je ne l'ai pas écouté, pardon.
lien entre déclaration accident de travail et la DSN? Alors, la déclaration d'accident de travail, on en a parlé tout à l'heure, c'est une déclaration qui reste à faire sur Net Entreprise. Elle n'est pas inclue dans le dispositif DSN, ce qui, en cas d'accident de travail, est désormais dans le dispositif DSN, c'est la démarche liée à l'indemnisation de l'arrêt en lui-même, c'est-à-dire l'attestation de salaire uniquement. Voilà. La déclaration reste bien à faire sur Net Entreprise. On est d'accord. Donc, les questions pendant le webinaire, surtout sur le dernier jour de travail, Oui. pour un arrêt de travail commençant pendant les congés payés du salarié, nous mettons bien le dernier jour du travail, comme dernier jour de travail, le dernier jour des congés. C'est bien ça, c'est bien ça. Vous respectez la règle la veille de l'arrêt. Voilà. Si le dernier jour de travail est le jour de la visite du médecin, et donc le médecin note premier jour d'arrêt le même jour que le DJT. C'est bien une des règles, c'est-à-dire votre salarié se voit prescrire un arrêt un jour où il a travaillé, eh bien, le dernier jour de travail sera ce jour-là. Et finalement, l'indemnisation, le début de l'arrêt ne sera que le lendemain. Même si l'arrêt est prescrit le 15, si la personne a travaillé le 15, l'arrêt débutera au sens de l'assurance maladie à compter du 16, avec éventuellement application de la carence à compter du 16, 17, 18, puis paiement. Donc, encore quelques questions parce que je regarde le temps aussi. On s'était promis d'arrêter au bout d'une heure. Donc, sur la DSN, bonjour. Est-ce qu'il faut envoyer le signalement d'arrêt de travail même si l'arrêt n'est que de 3 jours ou moins? Oui, parce que vous ne pouvez pas savoir si l'arrêt sera indemnisable ou non. Il y a certaines situations où des arrêts de travail, même de moins de 3 jours, sont indemnisables. Ce sera le cas des arrêts Covid, mais ça, vous le saviez déjà. Mais c'est également le cas des arrêts en rapport avec une rechute d'une affection de longue durée. Vous pouvez ne pas avoir cette information, mais pour autant, l'arrêt est indemnisable dès le premier jour. Donc, c'est important. Gardez en tête un arrêt, quelle que soit sa durée, un signalement d'arrêt de travail en DSN. Très bien. Toujours en DSN, en cas d'embauche sur le mois de référence, peut-on faire un signalement d'arrêt de travail DSN ou seulement la déclaration sur Net Entreprise, l'attestation de salaire? Alors, je vous avoue que je vais être peut-être un tout petit peu embêtée pour répondre à cette question-là parce que en théorie, vous pouvez le faire, mais certaines situations ont montré que parfois ça ne fonctionnait pas. Donc, je vous avoue, un tout petit peu embêtée par cette question-là. Normalement, vous pouvez le faire puisque le chaînage du NIR permet de remonter les éléments d'éventuels autres employeurs. J'ai envie de dire, tester. Faites le signalement en DSN et surveillez votre bilan de traitement. Si finalement vous avez un retour disant que l'historique n'est pas suffisant pour générer l'attestation, eh bien vous serez obligé de le faire sur Net Entreprise. J'en profite parce que je ne vous l'ai pas dit, mais lorsque vous avez un retour disant historique manquant pour le mois M-1, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais l'attestation est mise en attente. La mise en attente veut dire qu'en fait, vous avez très probablement été amené à faire une attestation de salaire pour un arrêt de début de mois pour lequel la dernière DSN mensuelle n'a pas encore été transmise. Dans ce cas-là, elle est juste mise en attente. Elle se représentera on va dire dans le flux pour l'assurance maladie dès que votre DSN mensuelle sera transmise. Donc, ne faites pas une nouvelle attestation. Elle va nous être transmise. Merci. Et juste, une dernière question, on garde un petit peu. Dans le cas d'un congé paternité, comment déclarer le fractionnement des périodes prises par le salarié? Alors, le fractionnement des périodes, il est à transmettre par le biais d'un tableau de fractionnement. Le tableau de fractionnement, il est disponible sur amélie.fr. Vous allez sur Amélie dans l'onglet Entreprise, alors j'ai plus en tête exactement le chemin, les événements familiaux, je crois que ça s'appelle, et vous avez le congé paternité. Vous avez un article assez long qui vous explique les nouveautés. Alors, c'est plus vraiment nouveau puisque ça date du 1er juillet dernier, mais le nouveau congé paternité, comment il est calculé, quels sont les droits, les jours et les nouvelles obligations. Et vous avez en bas de l'article un lien vers le tableau de fractionnement. Voilà, merci. Je pense qu'on a survolé les questions plutôt générales. Tout ce qui est plus spécifique, on peut répondre soit individuellement aux personnes ou de toute façon, on vous prévoit de préparer un document qui s'appelle questions-réponses. Vous aurez la réponse à vos questions si vous ne les avez pas eues aujourd'hui. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Eh bien,
Notre troisième webinaire sur les bonnes pratiques arrêt de travail touche à sa fin. Merci Christelle et Hélène. Hélène, notre animatrice du jour, pour la présentation et la réponse aux questions. Merci à vous aussi pour votre attention et la qualité des échanges. Comme on vient de vous le dire, vous allez recevoir à l'issue de la présentation le support, la réponse à vos questions. On reviendra vers vous si nécessaire individuellement. Je vous rappelle simplement qu'à l'issue de cette présentation, là, on va bientôt la clôturer. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction. Merci d'avance pour vos réponses. Ça nous aide beaucoup. On lit vos commentaires. Ça nous aide beaucoup pour améliorer notre accompagnement. Donc, merci par avance pour vos retours. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne fin de journée et à bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Bonne journée, merci. Au revoir.